Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les hauts représentants et à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, merci d'être présents parmi nous en vue de cette discussion majeure et tout à fait pertinente sur la mise en œuvre des priorités de développement dans les situations complexes. Je serai votre modératrice, Pamela Falk de CBS. Les conflits qui perdurent, les nouveaux conflits et les différentes crises peuvent faire machine arrière à nos objectifs internationaux, mais grâce à des approches collectives en matière de développement durable, il devrait être possible de progresser. Le but de notre réunion d'aujourd'hui est d'identifier des stratégies nous permettant de continuer à fournir une assistance humanitaire à moyen terme, tout en accélérant les stratégies de développement afin de permettre aux pays de répondre à leurs besoins. Nous avons parmi nous un groupe d'orateurs expérimentés, le haut-commissaire aux réfugiés, M. Filimo Grandi, son Excellence Mahamat Saleh Nadif, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens à l'étranger, et de la coopération étrangère, son Excellence Monsieur James Morgan Pitia, ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, Madame Anna Bierge, responsable des opérations à la Banque mondiale, son Excellence Sarah Rigleski, ministre d'État auprès du chancelier fédéral d'Allemagne. Nous avons également la directrice exécutive du PAM, Madame Cindy McCain. J'ai également donc le plaisir aujourd'hui de donner la parole à Monsieur Filippo Grandi, au commissaire aux réfugiés, pour une intervention liminaire. À vous, monsieur. Merci beaucoup, Pamela. Minister and distinguished. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs. Le thème de la réunion est promouvoir le développement durable dans les situations complexes. Vaste sujet, et l'on m'a donné comme tâche de vous faire part de ma réflexion pour lancer le débat. Je vais me fonder sur ma propre expérience sur le terrain. J'étais la semaine dernière au Tchad avec Anna Bierge de la Banque mondiale qui est ici présente, et je vais vous faire part de mes impressions. C'est, je pense, très intéressant pour jeter les bases de notre discussion. Le Tchad, vous le savez, a une vaste, longue frontière avec le Soudan. Nous étions à la frontière et depuis le début des confrontations au Soudan, plus de 400 000 réfugiés soudanais sont arrivés dans le pays. Ils se trouvent en très mauvaise situation. Ce que nous avons pu entendre était terrible. Des violences, la guerre, des viols, la torture. Et en raison de cette situation, de nombreux problèmes de santé tels que la malnutrition sévère. On a pu le voir dans les hôpitaux établis à la frontière par le gouvernement et Médecins sans frontières. Et n'oublions pas non plus, et j'entre dans le vif du sujet, le Tchad accueillait déjà 400 000 réfugiés soudanais d'exode précédent, ainsi que d'autres nombreux réfugiés ressortissants d'autres pays se trouvant dans une région que l'on peut qualifier de difficile. Une personne sur 17 au Tchad est un réfugié. Et les réfugiés soudanais qui arrivent dans le pays arrivent dans une région les plus démunies d'un pays qui se heurte à déjà bien des difficultés. Donc les réfugiés sont à risque, mais aussi les réfugiés précédents. Et comme le président nous l'a rappelé également,
les communautés locales sont en danger également parce que la situation est instable de tous les points de vue. Le Tchad se trouve en phase d'une transition politique majeure, rencontre les problèmes de la pauvreté, des changements climatiques, et je l'ai dit, le Tchad se trouve au cœur d'une région traversée par bien des crises. Nous courons donc le risque suivant, qu'une crise supplémentaire vienne se greffer à des crises préexistantes qui pourraient faire mettre au point mort tous les progrès en matière de développement en raison de cette nouvelle crise humanitaire. Vous en conviendrez, alors que nous sommes rassemblés à New York pour aborder nos progrès quant à la mise en œuvre des ODD, c'est un exemple tout à fait flagrant. Et l'on peut voir des situations similaires ailleurs. Il y a peu, j'étais dans le pays de l'autre ministre ici représenté, le Soudan du Sud, un autre pays grandement touché par la guerre au Soudan. Et un autre pays qui fait face à de nombreuses difficultés en matière de gouvernance, d'établissement de la paix, de développement, de lutte contre les changements climatiques, entre autres. Au Soudan du Sud, les dynamiques entraînées par la guerre au Soudan sont différentes parce que la plupart de la population qui est arrivée, près de 200 000, sont des ressortissants du Soudan du Sud qui étaient réfugiés au Soudan, qui ont perdu tout accès à toute forme d'assistance et sont rendus dans un pays qui n'était pas en mesure d'accueillir autant de réfugiés regagnant leur pays. Bien des situations sont similaires entre le Soudan du Sud et le Tchad. Du point de vue de mon organisation, par exemple, en temps de crise, la question des réfugiés est toujours un angle intéressant. Les crises s'étendent au-delà des pays d'origine pour venir affecter les pays voisins d'un point de vue politique, sécuritaire, économique, climatique. Et si les réponses à ces crises sont inadéquates, nous courons le risque de voir ces fragilités, ces vulnérabilités augmenter, ce qui menace, comme dans ce cas-ci, la stabilité de la région. Dans ce cas bien particulier, nous ne pouvons pas non plus oublier les vecteurs de la crise, un conflit militaire entre les responsables militaires du pays qui luttent pour la suprématie. Donc, avant tout, n'oublions jamais que l'essentiel, c'est de redoubler d'efforts pour mettre fin au conflit. Ces efforts doivent se poursuivre, doivent porter leurs fruits, doivent être financés et, je le dis à New York, doivent être menés à l'unisson. Parce que nous l'avons vu, la division ne permet pas de rétablir la paix. Dans le cas contraire, les violences au Soudan vont perdurer. Nous estimons qu'il y a environ 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays depuis le début des confrontations. La plupart de mes collègues présents au Soudan du Sud nous le disent. Ces personnes déplacées à l'intérieur du pays sont des candidats pour devenir des réfugiés très prochainement si le conflit perdure. Alors que ces violences se poursuivent, nous devons tirer des enseignements du passé, nous devons améliorer nos ripostes face à cette crise. En cas de crise de réfugiés, nous avons toujours un moyen d'action. Pour ce qui est du Tchad ou du Soudan du Sud, ces pays ont certes peu de ressources, mais sont souvent très accueillants. Malgré la pénurie, les communautés locales sont accueillantes, les gouvernements sont réactifs et contribuent à nos efforts. J'aimerais également le dire avec beaucoup de fierté, je pense que je peux le dire au nom de Cindy. Ici présente, les organisations humanitaires accomplissent un travail remarquable côte à côte avec les représentants gouvernementaux, les agences des Nations Unies, les ONG internationales, les groupes locaux, en travaillant main dans la main avec les communautés locales.
malgré les difficultés sécuritaires. Mais mon premier message est le suivant. L'assistance humanitaire est grandement sous-financée. Nous n'avons que 20 à 25% des besoins couverts 6 mois après le début de la crise. Mercredi, en marge de l'Assemblée générale, une réunion aura lieu pour faire un coup de projecteur sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud. Mais des efforts mieux financés ne suffiraient pas à eux seuls pour éviter un recul du développement. Le Tchad abritait déjà 400 000 réfugiés soudanais de conflits précédents. J'étais en visite dans le pays avant le début du conflit. Les investissements initiaux étaient des investissements humanitaires et donc ces populations ont sombré dans la misère et se trouvent dépourvues, tout comme les communautés locales d'accueil. J'ai donc été choquée par les niveaux de pauvreté, exacerbés évidemment par les retombées des changements climatiques. Et j'en arrive à l'essentiel, l'importance d'intervention en matière de développement. Pas lors des étapes suivantes du développement, mais dès à présent. La vice-secrétaire générale qui sera présente parle d'assistance d'urgence en matière de développement. Elle a tout à fait raison. Nous devons repenser la façon dont nous déployons l'assistance en matière de développement pour que cette assistance reste pérenne, permette de renforcer les capacités, notamment pour ce qui est des structures de l'État, tout en changeant la donne plus rapidement. Ma visite au Tchad a coïncidé avec la visite de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Et pendant cette visite, elle a annoncé une promesse humanitaire importante, 133 millions de dollars supplémentaires en sus des contributions déjà fournies. Donc, un véritable élan supplémentaire à l'assistance humanitaire. Nous espérons que d'autres suivront cet exemple. Anna Birdé et moi-même étions également ensemble. Je ne vais évidemment pas m'exprimer à sa place. J'attends également l'intervention des représentants du gouvernement, mais je pense qu'elle pourra expliquer la promesse et l'annonce de la Banque mondiale en matière d'assistance pour l'éducation, la santé, les moyens de subsistance, l'énergie, la sécurité alimentaire, tant pour les réfugiés que pour les Tchadiens. Si cette assistance est mise en œuvre rapidement, et j'espère que ce sera le cas, et le gouvernement du Tchad aura un rôle majeur à jouer, cela constituera un véritable exemple d'assistance d'urgence en matière de développement qui viendra compléter l'assistance humanitaire et se fonder sur cette assistance humanitaire tout en créant un axe de durabilité, ce que ne permet pas l'assistance humanitaire. J'espère que le Tchad pourra être cet exemple et que cela deviendra ensuite un réflexe dans toutes les situations de crise humanitaire. Parce que ce genre de crise entrave la mise en œuvre des ODD. Si vous me le permettez, nous devons également aborder le secteur privé. Nous coopérons avec le secteur privé dans des situations auparavant inimaginables. Le sud de l'Éthiopie, les camps de réfugiés au Kenya. Nous exploitons les ressources du secteur privé, son expertise, le modus operandi, non seulement pour sauver des vies, mais pour changer des vies également. Je suis donc ravie que les parties prenantes soient représentées ici. Nous avons l'OIM, l'UNICEF, le PAM, l'OCHA qui s'exprimeront, bien d'autres. Nous avons le coordonnateur résident de l'ONU au Tchad qui joue un rôle central pour chapeauter ces différents
volets de travail, mais nous avons aussi les institutions financières internationales, les représentants du secteur privé, les bailleurs de fonds, des efforts humanitaires, mais aussi les bailleurs de fonds bilatéraux. Nous tous ensemble, devons coopérer en partenariat si nous voulons changer la donne et faire de ces crises des possibilités d'action. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire, pour une intervention très franche et enrichissante. Je me tourne vers nos intervenants. Son Excellence Mohamed Saleh Nadif, vous avez la parole. Je voudrais d'abord remercier mes amis des Nations Unies et tous les autres qui ont invité le Tchad pour qu'il puisse être un des principaux intervenants pour cette rencontre. Je vois beaucoup d'amis du Tchad dans la salle. M. Philippot tout à l'heure l'a dit, ne serait-ce que depuis le déclenchement des hostilités au niveau du Soudan, je ne sais pas combien de ceux qui sont présents dans cette salle ont visité le Tchad. J'aurais aimé évidemment que ces visites aient été effectuées au Tchad dans d'autres circonstances. Et je me pose souvent la question de savoir est-ce que les amis qui sont venus pour le Soudan ou ils sont venus pour le Tchad. Parce que le Tchad aujourd'hui est au centre d'un enjeu, je ne vais pas dire important, mais la situation dans laquelle vit le Tchad aujourd'hui est quand même grave. Elle est grave parce que nous sommes devenus comme un îlot dans un environnement instable, fragile, beaucoup de conflits, beaucoup de réfugiés, beaucoup de déplacés. Et dans tout cela, le Tchad est dans une période de transition. Le Tchad, comme vous le savez, il y a 2 ans, a perdu le président Idriss Déby. Nous avons entamé une transition avec ses défis, mais nous essayons de convertir ces défis en des opportunités également. Et donc, pour moi, j'ai 2 messages. Le premier message s'adresse à nos frères soudanais pour leur dire que si un diplôme peut être décerné à ceux qui ont fait la guerre, le Tchad peut être de ceux qui méritent ce diplôme. Parce que la guerre, nous en avons connu. Et nous savons ce que c'est les conséquences. C'est de leur dire qu'il n'y a pas de solution militaire à ce qui se passe au niveau du Soudan. Et qu'il est important de s'asseoir et de trouver une solution politique. M. Philippot l'a dit, le Tchad déjà enregistre plus de 400 000 Soudanais comme réfugiés des conséquences de la guerre qui a commencé depuis pratiquement 2003. Nous avons sur notre flanc sud beaucoup de frères centrafricains. Nous avons du côté ouest, dans les bordures du lac Tchad, à cause du conflit de Boko Haram, près de 400 à 500 personnes entre réfugiés et déplacés. Et donc tout à l'heure, quand
Philippot disait que 1 sur 7 ou le 1 sur 17 des Tchadiens sont des réfugiés, je dirais plus, je dirais sur les 17 millions de Tchadiens, aujourd'hui il y a près de 2 millions de réfugiés. Je ne parle pas des déplacés. Et si je prends le cas du Soudan, ces populations qui fuient la guerre viennent dans des populations qui quelquefois sont dans des situations plus difficiles que les leurs. Mais ils sont obligés parce que nous partageons une frontière de plus de 1300 km avec le Soudan. Nous avons les mêmes populations. Et donc, c'est comme quelqu'un qui quitte sa famille pour venir dans une autre famille. On est obligé de se partager tout ce qu'on a avec l'autre. Mais à la longue, ça devient difficile, ça devient insupportable. Et donc, le message que j'adresse aux humanitaires, c'est de prendre en compte les populations hautes, les populations qui accueillent ces réfugiés. Le deuxième message lié à cela, l'environnement est en train d'être détruit. Des types de maladies nouveaux sont en train de naître. Les prix de tout ce qui est denrées alimentaires augmentent. Donc quand je posais la question de savoir est-ce que ces amis sont partis pour le Soudan ou pour le Tchad, c'est parce que j'estime que le Tchad traverse une phase où il mérite d'être accompagné. Mérite d'être accompagné pour réussir sa transition parce que les défis sont nombreux. Mérite d'être accompagné pour que ces réfugiés soudanais puissent être hébergés, puissent être secourus, mais également les dégradations que nous connaissons puissent également avoir quelques réponses de la part de nos amis. On parle des objectifs du développement durable, mais ces objectifs du développement durable, on aura l'occasion d'en parler. Le Tchad est allé très loin pour, évidemment, la mise en œuvre, mais tout se trouve aujourd'hui ralenti, pour ne pas dire bloqué. Et donc, c'est là où j'en arrive à mon deuxième message. Vous devrez avoir, quand il s'agit de cette situation de crise humanitaire au niveau de la frontière est du Tchad, considérer que la crise est également au Tchad lui-même. Quelqu'un, il y a quelque temps, a parlé d'une digue. Le Tchad aujourd'hui constitue une digue. Et si elle cède, je ne sais pas. Et là, il faut voir comment les deux ponts qui ont été brisés à Derna, en Libye, comment elles ont causé. Le Tchad est une digue. La Libye, de ce côté, vous connaissez ce problème. De ce côté ouest, vous connaissez ce que c'est que Boko Haram. La frontière sud et la frontière est. Tout cela réuni ensemble, ça doit préoccuper la communauté internationale. Ça doit faire en sorte que le Tchad doit figurer sur un agenda prioritaire. Pas seulement pour venir en secours aux frères soudanais, nous sommes déjà avec eux, nous sommes à leur secours, mais le Tchad même mérite d'être secouru. Et il est temps de le faire parce que sinon ça risque d'être tard. Au moment où les fragilités deviennent de plus en plus nombreuses en Afrique, au moment où tout bouscule et se bouscule, il est extrêmement important de préserver les quelques acquis qui sont au niveau du Tchad. Ici, il y a des bilatéraux, il y a des multilatéraux. J'entends des annonces, 160 milliards, je ne sais pas combien de milliards, mais j'aimerais qu'en bout de compte, que je sache qu'est-ce qui se fait pour le Tchad. C'est bien d'être solidaire, et c'est ce que nous faisons. C'est bien d'être fraternel, c'est ce que nous faisons. Mais il ne faudrait pas que cette crise crée une crise au Tchad. Il ne faudrait pas que le Tchad soit victime de cette solidarité fraternelle qu'il a toujours caractérisée. C'est ce message, c'est ce deuxième message, c'est un appel
que je lance est qu'au-delà de ce que nous sommes en train de traiter, le cas du Tchad mérite d'être priorisé. Et s'il y a des questions, on est prêt à y répondre, mais puisque je vois des gens qui ont visité plusieurs fois mon pays, qui le connaissent autant que moi, que ce soit le HCR, que ce soit l'OIM, que ce soit tout le monde ici, je crois que a connu le Tchad, il l'a visité. Mais concentrons-nous et considérons que le Tchad également traverse une situation socio-économique difficile et qui mérite d'être prise en compte. Voilà, M. Philippot, ce que je voulais dire. Et une fois de plus, je vous remercie pour avoir été notre interprète. Je remercie tout le monde qui a visité le Tchad depuis quelque temps. Mais il faudrait faire en sorte que cette digue-là ne puisse pas céder. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Un nombre de membres ici vous ont écouté attentivement. Nous transmettrons ce message. Je donne maintenant la parole à Monsieur James Morgan Pitia. Vous avez la parole. Thank you very much. Merci infiniment, Excellence. Monsieur Mohamed Saleh Nadif, ministre des Affaires étrangères du Tchad. Merci également Monsieur Grandi, au commissaire, de son rapport. Merci infiniment, Madame l'animatrice, de m'avoir donné la parole. Et bonjour à tous et à toutes. La situation qui règne au Tchad et le sujet qui nous occupe ici, mais disons que les objectifs du développement durable constituent en soi un programme de travail correspondant au programme déjà établi par l'Union européenne. Malheureusement, la situation au Tchad est influencée par ce qui se passe au Soudan. Et la situation qui règne au Soudan explique pourquoi nous sommes ici avec mon collègue, Monsieur le ministre Mohamed. Je voudrais dire tout d'abord que je félicite le gouvernement et le peuple tchadien qui font absolument tout leur possible pour essayer d'aider et d'accueillir nos frères et sœurs touchés par la crise soudanaise. D'abord et avant tout, il faut dire que la situation qui sévit au Soudan est extrêmement tragique pour chacun d'entre nous. Et nous devons déployer tous les efforts possibles pour y mettre fin. En effet, c'est un peu comme si on essayait d'arrêter une fuite sans fermer le robinet. Si nous ne pouvons pas régler le problème au Soudan, nous ne pourrons pas freiner les retombées dans les pays dans les pays voisins. Nous pensons au Soudan du Sud, Égypte, les autres pays voisins. Donc, ce qui est absolument crucial, c'est que nous devons tous nous exprimer d'une seule et même voix pour aider les Soudanais à faire face à la tragédie qu'ils connaissent dans leur pays. Des efforts ont été déployés à Jeddah, par exemple, en Arabie Saoudite, sous l'impulsion des États-Unis et des Saoudiens. Les pays de l'IGAD essaient également de régler la situation sous la houlette du président de l'IGAD et de ce qu'il était convenu d'appeler le Quatuor, sous la houlette du président kényan. Par ailleurs, les pays voisins consentent également des efforts
Citons par exemple la réunion qui s'est tenue au Caire. Donc tous ces efforts visent à régler le problème de cette fuite et c'est à ce moment-là que l'on pourra commencer à faire un petit peu du ménage. Et c'est un petit peu la situation qui était décrite par Filippo Grandi. Si l'on n'arrête pas la fuite, il sera impossible d'éviter que de l'eau ne se répande partout et impossible de nettoyer la pièce. Donc la communauté internationale doit faire absolument tout son possible pour régler la situation qui règne actuellement au Soudan. Au Soudan du Sud et au Tchad, nous nous heurtons au problème des réfugiés. Nous avons des réfugiés accompagnés de nos propres ressortissants rapatriés qui étaient autrefois réfugiés au Soudan. Voilà la complexité du problème. Nous avons en effet des ressortissants qui se sont installés au Soudan. Ensuite, le Soudan du Sud est devenu un pays indépendant. Ces personnes-là ont décidé de rester au Soudan. Ils ne sont pas allés au Soudan du Sud. Nous sommes également convenus avec le gouvernement soudanais d'un accord en 12 points, disant que les citoyens des deux pays pouvaient s'installer où ils le souhaitaient. Même s'ils voulaient s'installer au Soudan du Sud. Les Soudanais du Nord, qui étaient au Soudan du Sud avant l'indépendance du Soudan du Sud, ont été encouragés à rester ou à partir comme ils voulaient. C'était à eux de décider. Les Sud-Soudanais qui vivaient dans la partie nord pouvaient aussi, à loisir, rester chez eux ou repartir. Et donc, la plupart des Nord-Soudanais qui habitaient déjà au Soudan du Sud y sont restés et inversement. Maintenant, la guerre a éclaté. Les Sud-Soudanais ont dû rentrer chez eux accompagnés de leurs frères réfugiés. Mais la situation ne change pas. Ce sont dans tous les cas des individus vulnérables qui n'ont plus rien. Que vous soyez réfugiés, que vous soyez rapatriés, finalement la situation est identique. Tout ça pour dire que le tableau brossé par M. Filippo Grandi est absolument tragique. Et nous devons tout faire pour que les Soudanais puissent rentrer chez eux dans un Soudan pacifique, afin que les pays voisins, que ce soit le Tchad, le Soudan du Sud, en Égypte ou ailleurs, afin que les pays voisins, disais-je, je vois que la situation est réglée de façon pacifique. Voilà, je m'en tiendrai là. On m'a donné 3 minutes. J'ai déjà été un petit peu plus long, merci. Merci infiniment de cet excellent exposé. Je me tourne maintenant vers Anna Birdie, directrice de la Banque mondiale, directrice des opérations. Vous avez la parole. Merci infiniment de nous avoir invités pour cette table ronde très intéressante. Je voudrais tout d'abord essayer de répondre à une des questions très difficiles posées à cette participant de cette table ronde. Comment pouvons-nous, dans un contexte complexe, promouvoir le développement durable? C'est une question absolument cruciale et je voudrais, avant d'essayer d'y répondre, réfléchir à 3 éléments qui m'ont beaucoup touchée ces derniers jours. Nous voyons à la lumière des études faites que d'ici fin 2024, un tiers des habitants des pays en développement seront plus pauvres qu'avant la Covid. Voilà, première question. La pauvreté est donc un véritable problème. Deuxièmement, d'ici à 2030, plus de la moitié des personnes extrêmement pauvres vivront certainement dans des pays touchés par l'insécurité et la violence. Plus de la moitié.
des personnes vivant dans une extrême pauvreté. Troisièmement, comme nous l'avons vu, le dérèglement climatique pousse déjà à des migrations et va certainement les accroître. Voilà donc trois sonnettes d'alarme, trois tendances inquiétantes que nous vous soumettons, sachant qu'il s'agit de voir comment l'on peut parvenir à une viabilité dans une situation complexe. En 2020, la Banque mondiale a lancé une nouvelle stratégie pour les pays touchés par la violence et par les conflits, et nous avons davantage mis l'accent sur la prévention, la résilience et sur la participation. S'agissant de la prévention, nous avons essayé de renforcer nos outils diagnostiques pour veiller à mieux comprendre les moteurs de la fragilité et afin de procéder à une véritable évaluation des risques et de la résilience. Cela doit nous permettre de voir quel type d'intervention est le plus utile dans les pays où nous intervenons. Donc davantage de données, davantage de diagnostics. C'est important. Pour ce qui est de la résilience, dans tous les pays, mais encore plus dans les pays fragiles ou touchés par la violence, nous prenons en considération le climat dans tout ce que nous faisons, parce que nous savons que le dérèglement climatique aggrave la situation et nous savons que dans les situations complexes et difficiles, les femmes sont touchées et par ailleurs, elles permettent également d'améliorer la résilience. Nous avons également décidé de rester présents. Nous avons là vraiment changé notre tactique. Nous avons décidé que même en cas de conflit, nous devons rester là. En effet, l'effritement des gains et le coût de l'inaction sont beaucoup trop élevés. Donc cette stratégie reconnaît finalement le rôle primordial du parallèle entre le développement, l'intervention humanitaire et d'autres éléments. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Ce faisant, comme d'autres l'ont fait avant moi, je voudrais également dire que le Tchad a vraiment une politique d'accueil tout à fait positive vis-à-vis des réfugiés. Comme l'a dit M. Grandi, nous avons fait une visite sur le terrain l'an dernier et nous avons vu comment, en coopérant, nous pouvons atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux. Maintenant, l'objectif est de sauver des vies, que l'on s'intéresse à l'aspect humanitaire ou à l'aspect développement. Et ce que nous avons vu sur le devant de la scène, en ce qui concerne les conditions de vie de réfugiés, nous avons vu des situations absolument édifiantes. Certains étaient absolument traumatisés, les mains vides, certains avaient besoin d'un soutien colossal, mais nous avons également été face à une communauté extrêmement vulnérable. Nous parlons là des régions les plus pauvres du Tchad qui accueillent de très nombreux réfugiés, des régions où l'accès aux infrastructures de base, à l'eau, à l'alimentation est très difficile. C'est la raison pour laquelle, en coopérant, nous devons absolument nous intéresser au soutien général apporté aux réfugiés. Et nous devons vraiment nous intéresser aussi aux communautés d'accueil, car la situation n'est pas tenable si nous n'aidons pas les deux. Comme l'a dit Filippo, lorsque je me suis rendue au Tchad, j'ai pu essayer de voir ce que peut faire la Banque mondiale pour essayer de remédier à cette situation délicate, également pour aider le Tchad. En effet, comme l'a dit Monsieur le ministre, la situation est également très complexe pour le Tchad, qui a déjà maintes difficultés. Ces dernières années, tout comme les autres pays, le Tchad a connu un choc après l'autre. Et ceci a également mis à mal les stratégies de lutte contre la pauvreté et de développement. Donc, nous avons annoncé 340 millions de dollars supplémentaires pour aider le Tchad à faire face au choc. Cette enveloppe va être utilisée pour les régions les plus touchées au Tchad et tout ceci sera dans l'intérêt des populations, donc des Tchadiens et des réfugiés.
On nous a demandé de travailler dans différents domaines, par exemple la sécurité alimentaire, dont nous allons voir comment nous pouvons monter les projets les plus efficaces. On nous a également demandé de travailler dans le secteur énergétique. L'accès à l'énergie au Tchad est un des plus faibles du monde. Et puis, troisième domaine, capital humain, notamment l'éducation. Le Tchad est un des rares pays du monde où même pour ce qui est de l'éducation primaire, de l'enseignement primaire, il y a une grande différence entre la scolarisation des filles et des garçons. Voilà ce que nous faisons, comment aider le Tchad à faire face aux chocs et aux crises et comment sauver la vie de nombreuses personnes vulnérables. Ensuite, je voudrais évoquer quelques enseignements. Filippo en a évoqué quelques-uns. Je vais compléter ce propos. Nous constatons que le secteur privé doit jouer un rôle crucial. Souvent, en effet, dans ces environnements fragiles, il est difficile d'aider tout le monde. Et il se trouve que le secteur privé, notamment les entrepreneurs à petite échelle, ce secteur privé, disais-je, a un rôle crucial à jouer. À la Banque mondiale, nous essayons de voir comment le secteur privé peut jouer un rôle beaucoup plus important en matière de développement de façon générale, mais pour ce qui est d'endroits fragiles, le secteur privé a un rôle crucial. Ensuite, la numérisation. Elle est utile, cela nous permet de toucher rapidement les personnes visées. Et puis, ensuite, nous devons renforcer les capacités dans les pays bénéficiaires, parce que dépendre d'un soutien externe ne fonctionne pas toujours. Et je suis heureuse de dire que pour notre dernier projet au Tchad, nous avons essayé de renforcer les capacités des institutions nationales en apportant le soutien nécessaire. Et nous devons le faire aussi pour que le pays ne compte pas toujours sur l'aide extérieure, mais pour renforcer les capacités internes afin de promouvoir le développement. Voilà, cela étant dit, je vous remercie de nous avoir accueillis ici. Merci de nous avoir invités à cette table ronde et j'insiste une nouvelle fois sur l'importance de la coopération. Merci, merci infiniment à la directrice exécutive des opérations à la Banque mondiale. Je vais maintenant donner la parole à son Excellence Madame Sarah Ryglewski de l'Allemagne. Vous avez la parole. Merci. Merci. Merci infiniment de ces exposés. Je crois que cela nous a permis de bien mieux comprendre la situation complexe au Soudan du Sud et au Tchad. En ce qui concerne l'Allemagne, nous avons des programmes de coopération au développement avec le Tchad, avec le Soudan, mais aussi avec d'autres pays considérés fragiles selon les normes de l'OCDE. Pour illustrer la complexité de la situation, compte tenu des multiples crises récurrentes, je dirais que 70% des pays qui bénéficient de l'aide à la coopération de l'Allemagne sont considérés comme étant des pays fragiles. Cela montre bien combien ce message est important. Nombre de facteurs favorisent la fragilité. Par exemple, les phénomènes météorologiques extrêmes, les famines, le terrorisme, les conflits violents, la violence fondée sur le genre, l'oppression des femmes, les capacités limitées des pouvoirs publics et les déplacements internes, pour n'en citer que quelques-uns. Le Sahel et le Tchad sont particulièrement touchés par ces facteurs de fragilité. Afin d'aider comme il se doit les régions se trouvant dans des situations complexes, afin de remédier à la fragilité au Tchad, le gouvernement allemand utilise une méthode en plusieurs temps. Nous mettons l'accent sur l'aide humanitaire pour répondre aux besoins les plus urgents, mais nous prenons aussi des mesures porteuses de transformation sur plusieurs années. Ceci permet de promouvoir la paix à long terme. Notre objectif doit être de sauver des vies et d'améliorer la vie. Au sein de notre gouvernement, les ministères responsables travaillent de pair dans le cadre du lien qui existe entre les aspects humanitaires, le développement et la paix. Et ainsi, nous établissons un lien entre la politique de développement, la consolidation de la paix et l'assistance humanitaire. Nous avons une étroite collaboration avec tous les acteurs, une coopération
Tout ceci caractérise notre politique axée également sur la cohérence. Compte tenu de l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement durable, ce lien entre humanitaire, développement et paix est décisif dans notre intervention pour agir dans les situations complexes, notamment au Sahel et au Tchad. Des instruments novateurs permettent de nouer des liens entre les trois piliers de ce noyau. Il s'agit également de renforcer la résilience ainsi que la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie. Voilà les principaux objectifs de notre coopération au développement. Tous les projets ont pour objet d'être directement et immédiatement bénéfiques pour la population. Avec l'UNICEF, nous essayons de réduire la mortalité infantile et d'améliorer les soins aux enfants. Dans le cadre du programme de résilience intégrée pour le Sahel mené avec le PAM, nous répondons aux besoins des communautés locales et renforçons la résilience sur plusieurs années en utilisant des solutions personnalisées dans chaque situation. D'autres projets visent à renforcer les services essentiels comme l'eau potable, les eaux usées, les soins de santé au niveau structurel en coopérant avec la société civile et les collectivités locales. Au Tchad, ces mesures se combinent à des projets qui concernent directement les réfugiés. L'initiative spéciale pour les personnes déplacées et les pays d'accueil permettent de mener des projets dans les situations de réfugiés aigus et de longue date. L'aide est apportée à la fois aux réfugiés et aux habitants des régions d'accueil. Afin de promouvoir la cohésion sociale et de prévenir les conflits, les besoins des réfugiés, des déplacés et de la population locale sont pris en compte dans les domaines de l'éducation, de la promotion de l'emploi, de la santé mentale, et du soutien psychosocial, de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de l'énergie. Une étroite coordination entre tous les acteurs sur le terrain et la concordance et la cohérence entre les différents instruments sont des facteurs cruciaux pour nous au Sahel. Dans cet esprit, le ministre du Développement assume la présidence de l'Alliance du Sahel. Il a assumé cette présidence cet été. Cette alliance est un groupe de soutien international pour la région, avec 18 États membres et 9 États observateurs. Des solutions doivent être trouvées par les acteurs locaux, mais cette alliance vise à améliorer les partenariats, à améliorer l'utilisation de ressources et les structures sur le terrain. Cet objectif vise à aider les plus vulnérables, les enfants, les personnes handicapées, les femmes, avec des perspectives à court, moyen et long terme. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la Ministre. Je donne maintenant la parole à la directrice exécutive du PAM. Nous vous connaissons vraiment très bien ici au siège des Nations Unies. Cindy McCain, vous avez la parole. Merci. Et merci infiniment de cette invitation. Merci de me permettre de parler non seulement du Tchad, mais de l'ensemble de la région. Merci de votre présence. Je me suis rendue au Tchad en juillet avec la vice-secrétaire générale Amina Mohamed et à la frontière soudanaise, j'ai rencontré de très nombreux réfugiés qui avaient franchi la frontière pour fuir la violence. Depuis le début des affrontements en avril, plus de 400 000 réfugiés soudanais ont fui et se sont rendus au Tchad et ce nombre devrait atteindre environ 600 000 d'ici à la fin de l'année. Ce conflit a eu des retombées dans toute la région. Je me suis également rendue au Soudan du Sud en juillet. Et le Soudan du Sud, comme nous l'avons dit, a lui aussi reçu de très nombreux réfugiés. Je suis préoccupée par le manque de soutien de la communauté internationale. L'appel à l'aide lancé en juin par le président du Tchad a très peu été entendu, nonobstant les risques croissants de fragilité dans le pays. Le programme alimentaire mondial voudrait une plus grande mobilisation, sans plus attendre, y compris la mobilisation des institutions financières internationales, afin d'aider le gouvernement du Tchad qui cherche des solutions pour aider les réfugiés et promouvoir le développement durable. Nous appuyons fermement le plan d'action accélérée du Tchad. Le PAM coopère avec le gouvernement, la Banque mondiale et le HCR sur un programme de résilience conjoint. Dans le sud et dans l'est du Tchad, 100 000 hectares de terres agricoles vont être donnés aux réfugiés et aux familles tchadiennes, 1 hectare par famille.
ces familles vont pouvoir cultiver ces terres et créer des moyens de subsistance durable. Voilà un petit investissement pour la résilience à long terme. Et nous voudrions que ce programme soit renforcé afin que davantage de familles puissent être autosuffisantes. Depuis 2018, le PAM collabore avec le gouvernement du Tchad et celui de 4 autres pays du Sahel, avec également toute une gamme de partenaires, notamment le BMZ de l'Allemagne, dans le cadre de notre programme de résilience intégrée. Nous ne nous contentons pas d'apporter une assistance alimentaire. Nous coopérons aussi avec les communautés pour construire des systèmes d'irrigation, pour remettre en état les terres, pour qu'elles puissent être utilisées pour cultiver des produits alimentaires malgré les changements climatiques. Nous aidons les petits exploitants agricoles à produire et à cultiver et à vendre leur culture pour gagner leur pain. Et nous organisons des programmes de cantines dans les écoles pour encourager les familles à laisser leurs enfants à l'école. Les preuves montrent très clairement que ces programmes ont contribué à réduire les besoins humanitaires, ils ont accru la cohésion sociale et ont permis d'éviter l'instabilité dans les régions vulnérables au conflit. Excellence même dans les situations complexes, les investissements en matière de développement durable sont nécessaires et efficaces. Nous devons coopérer pour renforcer ces modèles et jeter les bases de la paix et la sécurité à long terme. Merci infiniment à la directrice exécutive. Merci de cette note positive. Nous avons eu là vraiment une table ronde très intéressante. Nous avons une liste d'orateurs préenregistrés pour quelques brèves observations. Alors, 2-3 questions d'intendance. C'est une question absolument cruciale, nous savons. Or, nous avons très peu de temps. Nous vous invitons donc à ne pas dépasser 2 minutes dans vos interventions. Je me tourne vers le coordonnateur spécial pour le Sahel, Monsieur Abdoulaye Mar-Dié. Merci, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bon, difficile d'être à la hauteur. Vu cette table ronde. J'essaierai d'être bref. Je suis très heureux de voir que nous avons cette réunion maintenant. C'est un bon préambule à la semaine. Je crois que finalement, c'est le monde entier qui est dans une situation complexe. Les ODD sont finalement pris d'assaut, loin d'être atteints, et nous avons donc des enseignements tirés de notre expérience. Nous avons été dans une situation d'urgence lors de la pandémie. À ce moment-là, tout le monde s'est retroussé les manches, secteur privé, secteur public, organisation internationale. C'est donc dans notre ADN et nous devons profiter de cet ADN. Donc nous avons des solutions. 2-3 choses. 2-3 exemples de ce que nous faisons au Sahel pour promouvoir le développement. Premièrement, le travail que nous faisons en matière de prévention. Je me souviens d'un séminaire avec les Nations Unies, le PAM, etc. Nous voyons que pour $1 investi, nous économisons $17 en matière de développement. C'est énorme, mais il faut insister sur l'APD. Deuxièmement, nous devons nous tourner vers l'avenir, être dynamique et ne pas simplement réagir. Et donc, je voudrais que l'on voit tout ce que nous faisons en matière de prévention au Sahel, mais les fonds manquent. Et troisièmement, nous travaillons avec le PAM sur la résilience. Et nous avons montré que lorsqu'on investit $1 pour la résilience, le retour sur investissement est finalement de $3. Et donc, ce soutien est crucial. Troisième aspect, le travail que nous faisons avec le PNUD pour la stabilisation. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsqu'on stabilise une communauté, tout l'écosystème en profite. Donc, nous nous penchons sur des solutions, mais on ne peut pas mettre en œuvre une solution sans financement. Vous l'avez dit, le financement des besoins est inférieur à 50% au Sahel, mais nous sommes même 25% en deçà du seuil nécessaire pour trouver des solutions pour le développement durable. Donc j'espère que nous trouverons ici des solutions pour conférer l'urgence nécessaire à cette situation. Merci. Merci. Assessments are very... Ces évaluations plutôt optimistes
nous sont très utiles avant le début de l'Assemblée générale. Je donne la parole à Madame Aruna Eziakouma, administratrice du PNUD, directrice régionale pour l'Afrique. Vous avez la parole. Merci Madame la modératrice. Alors je rebondis sur ces messages optimistes. Au PNUD, nous travaillons avec le reste du système des Nations Unies. Nous sommes convaincus de l'utilité de ces efforts, notamment en matière de stabilisation. J'aimerais saluer les bailleurs de fonds qui ont permis de concrétiser ce genre de projet et de nous permettre de travailler dans des situations très complexes telles que les pays dans le bassin du lac Tchad, afin de faire face à une situation très instable et malgré tout mener à bien des activités de développement qui ont aidé près d'1,3 million de personnes et qui ont permis à 400 000 personnes de regagner leur foyer, y compris au Tchad. Je pense à l'Allemagne et à d'autres bailleurs de fonds, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon et d'autres qui ont accepté de prendre le risque et je les en félicite. S'agissant du Tchad, j'y étais il y a 2 mois et après avoir visité les réfugiés dans l'est du pays, j'ai eu le cœur brisé. Je me fais l'écho du représentant du Soudan du Sud. La guerre doit cesser. Les souffrances infligées à la population sont intolérables. Notre conscience humaine ne saurait tolérer que nous continuions d'être les témoins d'une souffrance d'une telle ampleur, de tragédies, de femmes violées à maintes reprises alors qu'elles fuyaient le Soudan et qui arrivent au Tchad après avoir vu leurs parents assassinés sous leurs yeux. Les stigmates que laissera cette guerre, nous ne pourrons jamais les effacer. Il faut donc mettre fin à ce conflit pour le bien du Tchad, mais aussi pour le bien de la population du Soudan qui subit ces souffrances. Le monde doit reconnaître et saluer l'hospitalité et la générosité du Tchad. Nous constatons que nous vivons à une ère où l'on semble être réticent à accueillir des personnes en déplacement ou réfugiés. Le Tchad, alors que ce pays se trouve dans une phase de transition et dispose de peu de ressources, a malgré tout ouvert ses portes et a été exemplaire pour épauler les Soudanais. Il convient pour le monde de le reconnaître. Enfin, nous, au système des Nations Unies, devons changer de comportement. On en a tous parlé, l'axe développement et assistance humanitaire. Nous devons insuffler ce nouvel élan. Nous devons travailler main dans la main. Nous devons tourner la page de cette idée où les crises s'arrêtent et ne donnent pas lieu au développement. Nous devons aider les populations touchées, appuyer les gouvernements locaux et les communautés hôtes. Et je suis ravie de vous annoncer aujourd'hui que le PNUD est sur le point de conclure un accord avec des banques de développement de grande ampleur pour s'acquitter de son mandat d'un point de vue du développement. Nous serons présents et nous sommes prêts à renforcer les capacités locales afin de faire face au choc. Nous pouvons y parvenir, mais nous devons donner la priorité à la prévention, la stabilisation et le renforcement de la résilience. C'est ce que nous qualifions de projet STAR et je vous invite à vous en inspirer. Merci. Thank you so much for setting. Merci beaucoup d'avoir fait état d'une situation bien
morose et d'avoir jeté les bases de nos efforts. Je donne maintenant la parole à Madame Ugoshi Daniels, vice-directrice générale de l'OIM. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'intervenir après ma sœur Ahuna. Elle a dit ce que j'avais à dire. Avant tout, j'insiste sur l'importance de mettre fin à cette guerre, pas uniquement en raison du fléau que cela constitue pour l'humanité, mais aussi pour les effets en cascade sur l'ensemble de la région. Son Excellence a parlé de cette digue qui risquait de céder. C'est encore plus qu'une digue ou que des pertes en matière de développement. C'est l'effondrement de la cohésion sociale dans une situation déjà très fragile. S'agissant de la coordination, de la coopération, Ahuna l'a déjà dit, à l'OIM, nous mettons en œuvre des interventions pour sauver des vies, garantir la cohésion sociale, mais aussi permettre le développement et le relèvement sur le long terme. J'aimerais mentionner 2 éléments. On a beaucoup parlé des réfugiés. Il convient également d'indiquer que 20 à 25% des personnes regagnant leur pays sont donc des ressortissants tchadiens. L'hospitalité des communautés, nous devons la reconnaître, mais il convient également de permettre le relèvement et l'intégration à long terme de ces populations. Autre élément qui n'a pas été mentionné et qui pourtant est central pour notre organisation, comment mobiliser la diaspora pour ce qui est des efforts de développement sur le long cours. Alors que j'étais au Tchad, en fait, Ahuna et moi y étions ensemble. Nous avons travaillé avec les gouvernements locaux et nationaux pour garantir la planification en matière de développement en situation de crise. C'est possible à condition de tenir compte des questions et des retombées de la mobilité humaine pour sur le développement du pays. Les solutions existent, on l'a dit. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous comptons sur nos bailleurs de fonds, mais nous espérons également pouvoir mobiliser la diaspora, alors que nous sommes solidaires avec la population et le gouvernement du Tchad. Merci. Merci beaucoup pour avoir esquissé les prochaines étapes. Je me tourne maintenant vers Monsieur Nicolas Villa, vice-président exécutif en matière de croissance et de coopération avec les gouvernements à Mastercard. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les ministres, excellences, merci pour votre rôle de chef de file, vos efforts déployés en matière de développement durable en cas de crise humanitaire. Je suis Nicolas Villa, je suis responsable des partenariats avec les gouvernements à Mastercard. C'est un honneur que de présenter le point de vue du secteur privé pour ce qui est du renforcement des partenariats publics-privés. Cela fait suite à des commentaires prononcés par notre PDG au Conseil de sécurité plus tôt cette semaine, où nous avons annoncé un partenariat, un dialogue pour l'action. Les entreprises du secteur privé doivent participer à ce dialogue parce que nous sommes convaincus que le secteur privé ne peut pas prospérer dans un monde en échec. Souvent, ce sont nos citoyens et nos employés qui sont touchés par les crises. Donc, il convient de contribuer à la stabilité. C'est clé pour le secteur privé. Deuxièmement, le coût des partenariats n'est pas neuf. Toutefois, cela va au-delà des capacités précédentes. Nous devons donner la priorité à la coordination, on l'a entendu pour le Sahel, ou encore pour ce qui est de la Libye ou du Maroc. L'assistance humanitaire relève des efforts gouvernementaux et institutionnels et caritatifs depuis longtemps. Le secteur privé contribue également en matière de donation et d'aide en nature. Mais la situation change. Les ressources sont importantes, mais les entreprises peuvent offrir leurs expertises, leurs connaissances numériques et la possibilité de promouvoir et développer des innovations de plus grande échelle. Ce qui a été dit récemment, c'est que l'on peut appuyer les réfugiés, leur permettre de se relocaliser à travers le monde en utilisant
les données et l'analyse des données. Pour cela, il convient d'élaborer un plan d'action fixant les rôles respectifs et les résultats escomptés de chaque acteur du secteur public et secteur privé. De cette façon, nous pouvons agir à l'unisson. Si nous y parvenons, nous pourrons garantir plus d'inclusion, d'égalité et de résilience. C'est la clé, notamment pour les pans les plus vulnérables, alors que bien des crises se déroulent à travers le monde. Nous devons donc coopérer aujourd'hui plus que jamais. Merci. Merci beaucoup. Un message à nouveau très optimiste. Je me tourne vers Monsieur Robert Powell du Fonds monétaire international. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame. Merci d'avoir convoqué cette réunion qui nous donne la possibilité de nous pencher sur des préoccupations communes pour nos pays et plus particulièrement pour le Tchad. Au niveau international, le financement doit permettre la création de synergies entre tous les partenaires ici présents. C'est essentiel. Le FMI dispose d'une vaste expérience et a très récemment mis à jour sa stratégie pour les pays en situation fragile. Et évidemment, nous avons compté sur l'expertise de la Banque mondiale. Un pays sur 5 à travers le monde est considéré comme étant en situation de conflit ou de fragilité. Ces pays abritent près de 1 milliard de la population et 43% de la population pauvre du monde. Des dernières études nous indiquent que ces pays sont vulnérables face au changement climatique, dépendent de l'agriculture, des précipitations, ont très peu de protection en matière de crise sociale. Près de 95% des réfugiés et 86% des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays sont originaires de pays en situation fragile. Je rebondis sur les interventions précédentes et j'aimerais insister sur la nature complémentaire d'une coopération où chacun a son rôle, dispose de son rôle mutuellement bénéfique pour accompagner les pays qui se heurtent à des situations de fragilité. Le Tchad est touché par tous ces facteurs, la pauvreté, les changements climatiques, etc. Nous devons donc redoubler d'efforts collectifs, épauler les pays, leur permettre de trouver des solutions pérennes, exploiter nos domaines d'expertise et coopérer étroitement les uns avec les autres. C'est au cœur de notre stratégie sur les pays se trouvant en situation fragile ou de conflit. Nous sommes ravis et fiers de jouer notre rôle auprès de pays vulnérables tels que le Tchad. Et je suis ici, en fait, parce que le reste de mon équipe se trouve au Tchad et œuvre à la mise en œuvre du programme. Cela nous permet de répondre aux besoins macroéconomiques du pays et de garantir la croissance inclusive. Nous coopérons étroitement avec les autres institutions financières internationales et les bailleurs de fonds. Merci, Monsieur Powell. Nous attendons les résultats de votre visite. Et je vais donc donner la parole au vice-secrétaire général. Non, plutôt je vais donner la parole à Monsieur Ted Jaiban, vice-directeur exécutif de l'UNICEF. Vous avez la parole. Merci à tous. Une personne sur 6 vit dans une zone de conflit. Près de la moitié de ces populations vivent dans des pays extrêmement vulnérables face au changement climatique. L'assistance financière complétée par l'assistance des bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux et du secteur privé est essentielle. C'est de cette façon que le Tchad a pu augmenter le taux de vaccination et a pu augmenter et doubler le taux d'enregistrement de naissance, tant pour les ressortissants tchadiens que les réfugiés. Voilà ce à quoi nous œuvrons pour ce qui est de projets de transformation permettant de réformer les systèmes de soins de santé.
C'est ce que nous avons également mis en œuvre en Éthiopie depuis plusieurs années avec le ministère de la Santé et les partenaires en matière de développement et d'assistance humanitaire. C'est un projet qui a permis au pays de faire face aux différents chocs liés à l'insécurité alimentaire. Nous nous engageons à travailler dans les 6 prochains mois à la santé communautaire, l'éducation de qualité, l'atténuation des inégalités hommes-femmes et les changements climatiques. Au Tchad, nous allons coopérer avec nos institutions sœurs, l'Allemagne, la Banque mondiale, pour améliorer la santé infantile et renforcer la résilience. Merci. Merci à l'UNICEF. Encore un peu d'intendance. Pouvez-vous vous en tenir à 1 minute? Nous avons encore beaucoup d'interventions. Violette Kenyanya Kakiomia, coordinatrice, et j'espère que j'ai prononcé votre nom correctement, dit la présidente, coordinatrice et résidente coordinatrice humanitaire pour le Tchad. Merci. Je suis présente au nom de mes collègues, les acteurs du développement, les acteurs de l'assistance humanitaire présents au Tchad. Permettez-moi de saluer le rôle de chef de file du Tchad. Nous qui travaillons au Tchad connaissons les difficultés auxquelles se heurte le pays. Nous savons combien de questions requièrent notre attention et des ressources. Et malgré tout, le pays fait face à une nouvelle difficulté en toute dignité et mérite notre appui. Je vous suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à tous nos partenaires pour l'appui dont nous avons pu bénéficier ces derniers mois. Je salue l'attention portée au Tchad. Nous espérons que cette attention pourra perdurer dans les prochains mois. J'aimerais aborder 2 questions. L'une d'entre elles recoupe ce que nous a dit le ministre des Affaires étrangères du Tchad en matière d'environnement. Dans les prochains mois, nous allons devoir nous retrousser les manches en matière de travail environnemental. Nous travaillons dans un contexte où le couvert végétal, les arbres, dépérissent au Tchad. Nous devons trouver des solutions durables pour les communautés d'accueil et les populations réfugiées. Sans cela, nous ne pourrons pas parler de développement durable. Nous devons également nous concentrer sur l'est du Tchad. Les autorités tchadiennes redoublent d'efforts pour préserver la paix dans un contexte d'arrivée en nombre croissant de réfugiés et de ressources très limitées. Ces efforts sont très onéreux. Si nous n'appuyons pas ces efforts et si le conflit se propage au Tchad, nous allons perdre tous nos acquis en matière de développement. Merci, très important. Je me tourne vers M. Lawrence Sachs, responsable en matière de développement pour ce qui est de la coopération financière internationale des États-Unis. Merci, quel honneur d'être présent parmi vous. À l'occasion de notre discussion, nous abordons les moyens de garantir le développement durable dans les situations complexes, notamment maintenant alors que nous savons tous qu'il y a un nombre sans précédent de crises humanitaires à travers le monde, qu'il s'agisse de crises anthropiques, de crises climatiques ou de crises sanitaires. Ce que nous savons, c'est que nous devons agir avec souplesse, ajuster nos actions et établir des partenariats pour pouvoir faire face à cette situation. Pour rebondir sur ce qui a été dit, nous avons de véritables possibilités de mobiliser le secteur privé pour atteindre les ODD dans les situations complexes. Nous estimons qu'ensemble, nous devrions pouvoir être du bon côté de l'histoire, du côté de l'état de droit, de la défense des droits humains, de l'inclusion, de la transparence, et que nous devrions pouvoir faire entendre la voix des réfugiés. Notre volonté à mettre en œuvre les ODD existe, toutefois, avec le secteur privé. Toutefois, les possibilités de traduire cela dans l'action se révèlent parfois
s'avère parfois difficile. Il y a un manque de financement majeur pour réaliser les ODD d'ici à 2030. Malgré les fonds promis, le secteur privé a un rôle essentiel pour concrétiser les ODD, pour pouvoir agir en matière de souplesse, trouver de nouvelles solutions de financement. Pour ce qui est de la crise humanitaire au Tchad, c'est également essentiel pour élaborer des approches complémentaires sur le long terme dans le cadre de partenariats publics-privés. Nous devons œuvrer à la sécurité alimentaire, à la lutte contre les changements climatiques. Nous devons mobiliser un véritable capital permettant de changer la donne. C'est le cas pour les situations complexes où les risques sont plus élevés, mais où nos efforts changent la situation. La volonté ne suffit pas pour mettre en œuvre les ODD et le plan d'action d'Addis Abeba. Les États-Unis se sont engagés à mobiliser des financements privés et à utiliser tous les outils à notre disposition pour y parvenir. Nous reconnaissons également que l'Afrique n'est pas un monolithe et que les différents pays, différents marchés nécessitent des solutions différentes. Il n'y a pas de solution unique. Pour ce qui est du Tchad, plus spécifiquement, nous avons fourni un appui pour ce qui est de la distribution de kits d'énergie solaire pour les foyers. Nous appuyons également les ONG humanitaires. Nous sommes présents dans les situations après les catastrophes. Nous fournissons différentes garanties aux banques afin de garantir des prêts à des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes ou d'autres populations vulnérables. Nous coopérons avec le secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire et nous appuyons les efforts de nos partenaires, l'ONU, les instances multilatérales ou encore le G20 où l'Union africaine a été reconnue comme membre. Je conclus. Nous estimons que nous avons véritablement la possibilité d'établir des partenariats. Si nous n'agissons pas ensemble, si nous n'agissons pas dès à présent, si nous ne mobilisons pas tous nos outils pour atteindre ces objectifs et pour protéger les plus vulnérables et stimuler les économies, quelle est la solution ? Quelle serait l'autre solution? Nous savons ce qu'il nous reste à faire, agissons donc dès maintenant. Merci beaucoup, vous avez tout dit très rapidement, je vous en remercie. Je donne maintenant la parole à Monsieur Christian Rogge, directeur du Royaume-Uni du développement et des sociétés ouvertes. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci d'avoir convoqué cette réunion. Nous sommes là pour faire un bilan en ce qui concerne les progrès dans la réalisation des ODD. Je reviens à ce qu'ont dit les autres orateurs. Par ailleurs, nous pensons également aux plus vulnérables dans de tels environnements. Je voudrais simplement utiliser le peu de temps qu'il me reste pour mettre l'accent sur 2-3 messages. Premièrement, une nouvelle façon de travailler. Depuis un certain temps, le Royaume-Uni insiste pour que les institutions financières internationales jouent un rôle plus marqué dans ce contexte pour limiter les effets humanitaires des crises et régler les crises. Beaucoup peut être fait pour renforcer les services sociaux, la protection. Il est important de voir que ces nouvelles façons de travailler avancent. Ensuite, je voulais insister sur la question de l'innovation et le secteur privé. Alors, nous essayons d'investir, par exemple, pour réduire le temps de détection du choléra. On est passé de 3 jours à 30 minutes. Ce type de choses peut être fait avec le secteur privé. Ensuite, pour ce qui est des besoins humanitaires d'urgence,
puisque nous mettons l'accent sur cette question, il est très important de garder l'accent sur les perspectives de développement à long terme. C'est la raison pour laquelle le Royaume-Uni a contribué à l'aide aux réfugiés dans l'est du Tchad et nous coopérons également avec le gouvernement du Tchad sur la question de l'éducation comme objectif à plus long terme. Merci. Merci. Dernier orateur. Edem Vossornou, directeur des opérations et du plaidoyer de l'OCHA. Merci de m'avoir donné la parole. Je serai très bref. On a beaucoup parlé du Tchad. Il est très agréable de voir des amis du Tchad ici. Je voudrais ajouter quelques points. Premièrement, il n'y a pas de solution humanitaire pour les crises humanitaires et par conséquent, il faut absolument que les acteurs du développement et les acteurs humanitaires coopèrent. La gentillesse du Tchad, tout le monde en a parlé. C'est très agréable à voir. Nous avons vu l'accueil accordé par les Tchadiens à nos délégations et à nos agents. Ensuite, le financement. On a besoin de financement. Nous avons besoin bien évidemment de financement. Les chiffres sont préoccupants. 62% des fonds ont été mobilisés cette année et nous en sommes à 21%, mais avec les 21% des gouvernements, les ONG, les institutions internationales et les Nations Unies et autres ont pu aider 1,5 million de personnes qui en ont besoin sur 6,9 millions. Et il y a la question d'un fonds. Et nous avons également l'aide de l'Allemagne. Merci infiniment. Ensuite, je voudrais insister sur la protection. Pour la protection, on demande 21 millions de dollars. Nous avons un financement de 10%. Nous avons besoin de davantage. Nous savons quelles sont les horreurs du conflit pour les femmes et les filles. Troisièmement, ce qui concerne le message des Tchadiens, des Soudanais, c'est un message très clair, ils veulent la paix, ils veulent rentrer chez eux, la guerre au Soudan doit cesser. Et les Tchadiens et les Soudanais nous disent eux-mêmes qu'ils veulent travailler eux-mêmes à régler ces questions, ils veulent faire partie de la solution. Et par ailleurs, il faut également une plus grande participation des acteurs au développement. C'est crucial, vous en avez parlé. Le financement d'urgence au développement est absolument crucial. Il faut 7 fois plus de fonds pour intervenir dans une situation d'urgence, 7 fois plus que ce qu'on aurait pu dépenser en prévention. Merci. Merci, c'est une excellente remarque. Je remercie tous les intervenants. Tous les intervenants de la table ronde, tous ceux qui se sont exprimés ensuite. Désolé, représentants de la Belgique et d'autres. Alors maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter la vice-secrétaire générale. Demande un ajout. Oui, 1 minute, s'il vous plaît. Merci de me donner la possibilité d'intervenir. Je voudrais dire ce qui suit. Et le dernier orateur l'a dit également. Le plus important, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas simplement l'assistance humanitaire, qui est très important. Nous avons besoin de paix pour les Soudanais. Et les habitants du Soudan, les pays voisins touchés par cette guerre le savent, l'aide humanitaire ne suffit pas. Nous pouvons contribuer ad vitam aeternam si cette guerre ne cesse pas. Il faut que la guerre cesse au Soudan.
pour que les Soudanais puissent connaître la paix. Et en tant que voisins, nous avons besoin de la paix au Soudan pour notre communauté. Je vous remercie. Oui, merci. Merci, Monsieur le Ministre. C'est un ajout très important. Et je donnerai maintenant le soin aux organisateurs de faire un résumé. J'ai maintenant l'honneur et l'avantage de vous présenter une sommité des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale, qui aura le dernier mot. Merci, merci infiniment, Excellences, Mesdames et Messieurs. Merci. Nous avons de très nombreux amis dans le public, donc merci. Il est clair, nous l'avons vu aujourd'hui, le développement durable ne peut pas entendre. Nous avons entendu parler des crises qui ne cessent de s'aggraver. Il faut stabiliser la situation pour promouvoir le développement. Et nous avons vu que nous devons agir maintenant sur le plan humanitaire, mais également sur le plan de la paix. On ne gagne jamais une guerre, il faut trouver une solution pour établir la paix. Des milliards de personnes vivent dans la pauvreté, c'est un fardeau considérable par ailleurs. Il ne faut pas oublier la mise en œuvre du programme 2030 qui a été vraiment un grand sujet. Donc il s'agit de voir comment l'on peut aider les différentes communautés touchées par les changements climatiques, les catastrophes, comment jeter des passerelles dans le chaos. La situation au Soudan est bien évidemment très préoccupante, avec une violence indicible qui touche les civils, notamment les femmes et les enfants. Plus de 5 millions de personnes sont déjà des déplacés de force, plus d'1 million se réfugient dans les pays voisins à la recherche de la sécurité et d'un refuge. Le Tchad est un des pays voisins qui accueille qui a accueilli déjà plus de 500 000 réfugiés avant les problèmes. Plus d'1 million de réfugiés sont maintenant au Tchad, venant essentiellement du Soudan, des pays voisins du Soudan. Donc, nous avons vu ce qui s'est passé, nous sommes allés dans des villages frontaliers, il n'y a plus d'espoir dans le regard de ces habitants, un souhait de sécurité considérable. Les acteurs humanitaires, des agents du développement apportent une aide d'urgence. Les conflits au Soudan, le conflit a non seulement entraîné une crise humanitaire, cela a aggravé ce qui représente déjà un contexte sécuritaire fragile, où les habitants doivent déjà partager les écoles, les dispensaires qui peuvent à peine déjà aider la population. Donc cela aggrave une situation déjà fragile. Cela a par ailleurs perturbé les flux commerciaux entre les pays, renforçant les difficultés des communautés d'accueil. Et je voudrais féliciter le président Déby et son gouvernement et les Tchadiens de leur générosité absolument remarquable vis-à-vis des réfugiés. Nous en avons été les premiers témoins pendant notre visite. Ils ont si peu, ils ont donné tellement, ils continuent à le faire. Mais aucun gouvernement ne peut le faire tout seul. Donc nous comptons sur tous les acteurs au développement, sur nos institutions financières internationales qui doivent être solidaires et accélérer un relèvement et la résilience. Il faut continuer d'aider dans les situations complexes. C'est aujourd'hui plus important que jamais. Merci à la Banque mondiale de tous les efforts d'aide au Tchad. À l'avenir, nous aurons davantage de phénomènes météorologiques extrêmes du fait de changements climatiques de plus en plus marqués. Nous devons pouvoir répondre aux priorités dans les situations complexe, faute de quoi nous n'atteindrons pas les ODD. Nous avons aujourd'hui entendu parler d'initiatives et de faits encourageants pour le Tchad. Nous ne manquons pas de solutions. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Ce sont les mesures qui permettent de mobiliser les ressources là où elles sont nécessaires. Et aujourd'hui, pas demain, pas dans 6 mois, aujourd'hui. Parce que chaque fois que nous avançons d'un pas, eh bien, nous avançons. Mais chaque fois que nous reculons, que nous nous perdons dans des arguties bureaucratiques, nous
des vies. Merci à toute la communauté humanitaire. Nous pouvons avoir des partenariats clés avec les différents acteurs au développement pour agir dans le monde, y compris dans ces contextes difficiles. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'annoncer que le dialogue d'action secteur public, secteur privé et l'initiative du conseiller spécial pour le secrétaire général pour le secteur public privé, le docteur Mariki, c'est un dialogue, disais-je, qui va mobiliser des contributions pour relever les défis mondiaux en mettant l'accent sur l'aide humanitaire dans les situations d'urgence et le développement durable. Différentes entités ont joué un rôle crucial lors du premier pan de ce dialogue. Nous nous réjouissons donc de voir des résultats concrets issus de ce dialogue. Et tout ceci doit avoir une incidence sur la vie des uns et des autres. Ensuite, pour ce qui est des enfants qui vivent dans des zones touchées par les conflits, y compris dans l'est du Tchad, maintenant, on vit la promesse des ODD. Vous avez mon engagement personnel, l'engagement des dirigeants, des responsables des Nations Unies pour changer la donne et pour veiller à ce que personne ne soit de côté. Je vous remercie. Merci. Je vais simplement remercier la vice-secrétaire générale. Merci au commissaire. Merci à tous et à toutes de votre présence parmi nous aujourd'hui.